Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Après cette grosse actualité équipe de France avec Didier Deschamps, j'ai décidé de changer un peu de cap et de parler aujourd'hui d'un joueur. Je vais vous parler de Erling Haaland. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, c'est super important pour moi pour faire grossir la chaîne et pour le référencement de la chaîne. Bon, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de faire de podcast parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais je vous remercie tous, ceux qui suivent la chaîne et qui s'abonnent. Donc on va parler de Erling Haaland, le cyborg, le robot, le géant, le viking, l'attaquant de Manchester City et de la Norvège, qui est actuellement considéré comme l'un des 5-6 meilleurs attaquants du monde, on peut dire, avec Harry Kane, avec Martinez, avec Lewandowski. On peut mettre aussi peut-être Osimhen dans le lot, même si ça va être un peu plus difficile à juger vu qu'il est parti en Turquie, il est parti dans un moins fort championnat quand on sait le caractère du personnage qui voulait partir à tout prix. Mais bon, Erling Haaland, il est parti sur les bases d'une record d'une saison exceptionnelle. Donc, j'ai décidé d'en parler parce que je trouve que c'est un joueur clivant. C'est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Soit on adore, soit on déteste, mais il y a toujours quelque chose à commenter sur lui. Ça reste néanmoins une sacrée machine. Donc, je vais essayer de vous expliquer quelques-uns de ses secrets. On va regarder son style, on va regarder s'il a progressé, on va regarder la rivalité qu'il y a avec Roy Keane depuis plusieurs années. On va aussi parler des critiques qu'on entend parfois sur Erling Haaland, on va voir si elles sont justifiées. Restez bien jusqu'à la fin du podcast, il y aura aussi quelques statistiques pour se rendre compte de l'impact énorme de ce joueur. Et je trouve que dans le football moderne, c'est un joueur qui a un gabarit et un style assez rare. Et je trouve que c'était intéressant d'en parler. C'est parti. Erling Haaland est en train de réaliser un début de saison exceptionnel. Il est en très grande forme. Il a déjà mis 9 buts, dont un triplé, encore un doublé la semaine dernière contre Brentford. Il n'a pas marqué en Champions contre l'Inter, mais il fait un début de saison canon. Pourquoi ? Il a une fraîcheur physique au-dessus de la moyenne. Pourquoi ? Parce que simplement, il n'a pas joué l'Euro. Donc il est frais, il a pu complètement se reposer, il pète le feu. Ça, c'est un élément déterminant pour moi parce que beaucoup de gros joueurs offensifs à l'Euro étaient fatigués. Vous regardez, je sais pas, Griezmann, j'ai souvenir de Barella, de Harry Kane, de Mbappé. À l'Euro, ils étaient cramés. Donc le Haaland, il a pu se reposer puisque la Norvège ne s'était pas qualifiée à l'Euro. Donc il a pu se préparer tranquillement. Il a pu faire sa prépa physique, sa prépa mentale. Et il y a aussi d'autres joueurs en forme qui reviennent bien du côté de Manchester City. Je pense notamment à Jack Grealish qui revient bien sur son côté, qui est enfin redescendu depuis la victoire de Champions League il y a 2 ans. Il lui a fallu 1 an pour redescendre, Jack, mais là ça va, il redevient titulaire et il fait des bons matchs. Il y a aussi l'intégration de nouveaux joueurs comme l'ailier Savinho et aussi le retour au milieu de terrain de Gundogan qui va stabiliser un peu le milieu, qui t'offre quelque chose de différent au milieu. Donc tu as toujours une équipe. Bon, après, on sait que Manchester City, dans le championnat anglais, c'est une équipe dominante, c'est une équipe qui a la possession, donc tu as des occasions, donc tu sais qu'Haaland, il va marquer. La seule question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il va battre le record de sa saison précédente ? Est-ce qu'il va battre son propre record ? Et là, il est sur une moyenne de à peu près 1 but par match. Dans le championnat anglais, qui est réputé la meilleure ligue du monde, c'est exceptionnel. On va s'intéresser un peu au style de l'attaquant norvégien. C'est un joueur qui touche assez peu de ballons par match. Il touche beaucoup de ballons dans la surface, mais il a un ratio ballon touché, occasion convertie dans la surface assez exceptionnel. Comme le prouve son ratio, il est toujours à 1 but par match, peut-être un peu moins, c'est 0,9, je ne sais plus combien, mais bon, c'est exceptionnel, ça on l'a déjà dit. C'est le 9 clairement qui manquait à Guardiola. On va regarder quelques statistiques. Donc on peut voir que là, c'est les 10 joueurs qui ont réussi le plus de triplés au XXIe siècle dans les grands championnats. On peut voir que Erling Haaland est déjà à 22 triplés, mais seulement en 250 matchs. Il est déjà dans le top 5. Il est déjà devant Agüero, il est déjà devant Kane, il est déjà devant Huntelaar. Donc, sachant que c'est un très jeune joueur, Haaland, il va encore grimper dans ce classement, je pense. C'est assez exceptionnel. Sachant qu'il va encore jouer de nombreuses années et c'est un joueur qui se blesse assez peu. Bon, il a des petites blessures à droite à gauche, parce que c'est un gros gabarit.
Il lui faut du temps pour récupérer. Il a une énorme masse musculaire, il a des longs segments, mais il s'est jamais gravement blessé. Donc je pense qu'il va intégrer le top 3 de ses classements assez rapidement. Donc c'est le joueur qui manquait à Guardiola. On va voir que malgré ses stats d'attaquant incroyables, c'est quand même un joueur qui réussit des passes décisives. La saison dernière, il a fait 5 passes D et la saison 2022-2023, il a réussi 8 passes D. Donc c'est très honorable, sachant que c'est pas son rôle. Il redescend pas, Haaland, hein, c'est pas Benzema, il descend pas faire le jeu, chercher des ballons. C'est un joueur de surface. Je vais vous mettre la heatmap de Erling Haaland. Voilà, vous allez voir que c'est vraiment un joueur de surface où il a le plus de touches de balles, c'est dans les 16 mètres et un peu aux abords. Mais ça correspond bien à ce qu'on voit sur le terrain. Donc n'oubliez pas de vous abonner les amis si le podcast vous plaît. Là on va arriver sur une partie plus intéressante parce que je me dis toujours depuis quelques années, oh là là, Haaland c'est vraiment un monstre dans la surface, c'est un tueur, il en rate pas une, etc. etc. On a toujours l'impression qu'il met des saisons à 40 buts, qu'il met des doublés, des triplés dans la surface, des frappes et tout. Mais je me demande s'il progresse. Moi c'est ça qui m'intéresse parce qu'il est jeune Haaland. Je me demande, est-ce qu'il progresse? Et si oui, comment voir sa progression? Comment quantifier sa progression? On a toujours l'impression qu'il est trop fort. Mais dire Haaland il est trop fort, c'est bien beau, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc là, je suis allé regarder les datas. Les datas assez fines, les statistiques entre la saison 2022-2023 et la saison 2023-2024. Ici, on obtient ce graphique-là. Donc à gauche, 2022-2023. Et à droite 2023-2024. Donc on peut voir que il est toujours but par 90, il est toujours à quasiment un but par match. Donc rien que cette stat déjà, elle est incroyable. Il y a un peu plus d'XG. Bon, ok, c'est toujours pas. On peut regarder, ce qui est intéressant, c'est total shot per 90s, c'est 4,4. Il tente plus sa chance. Il tente plus sa chance qu'avant. 4,4 tirs par match contre 4. Donc ça fait un demi-tir par match, on va dire, ou un tir tous les 2 matchs. Donc voilà. Il tente un peu plus sa chance, mais il a un taux de conversion un peu plus faible. Il était à 33%, il est à 26%. Ok, grosse occasion créée par 90 minutes, 1,09, ça change pas des masses. Précision de passe, 78%. Il a un peu progressé dans le jeu, vous voyez ? Il a un peu progressé dans la précision des passes. Ça, c'est intéressant. Et duel success rate, 44-47. Là, vous allez me dire 44-47, ben, en fait, c'est pas terrible. Au niveau du duel, comment ça se fait? Il faut savoir qu'Erling Haaland, souvent, il a des prises à 2. Hein, vous regardez, il est souvent dans la surface, il doit se démener avec 2 joueurs, donc ça reste correct. Et puis un attaquant ne gagne jamais 90% de duels. Hein. Et là où il peut un peu progresser, je pense, c'est dans ses duels aériens. Donc on voit que ça reste toujours une machine à but. Il se crée plus de chances, il tente un peu plus sa chance et il a un peu progressé, on va dire, dans la précision de passe. Et le dernier stat aussi qui est intéressant, possession gagnée dans le dernier tiers. Il gagne un peu plus de ballons dans le dernier tiers. Donc il a un peu progressé dans les passes, dans les chances créées et aussi dans la conduite de balle. Alors dans la conduite de balle, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est pas un joueur d'élimination, Haaland. C'est pas Messi, c'est pas Ronaldinho. Hein. Il va pas faire une virgule, une roulette et éliminer 2 mecs et marquer. Non, c'est pas ça, vous le savez tous. Donc, on peut voir que pour un joueur de son gabarit, il peut encore quand même progresser de la tête. Hein. Vous voyez, il marque pas tant de buts de la tête que ça, quoi. Il pourrait marquer un peu plus de buts de la tête. Alors, c'est pas forcément le jeu de City qui est plus basé sur du jeu au sol, des dédoublements de passes intérieures, des centres externes, des frappes de loin, du jeu en triangle. Donc, c'est pas forcément toujours le jeu où on centre. Mais Erling Haaland a quand même progressé. Mais il y a des secteurs où il doit encore progresser. On a dit que c'était pas un grand dribbleur. Ça, je pense pas qu'il va progresser des masses en dribble. C'est pas ça. Hein. Il gagner un peu moins de duel aérien. Voilà, c'est un buteur né dans la surface. Ça marquera toujours. On va regarder aussi ses stats de... je l'ai dit en fait, donc ça c'est bon, j'ai fait le tour de ça.
Donc vous voyez, c'est un joueur quand on voit ses matchs par rapport à l'année dernière, il y a assez peu d'évolution. C'est pour ça que je trouvais cette data pertinente qui nous permet de voir vraiment les endroits où il a progressé, où il a entre guillemets régressé. Il pourrait marquer un peu plus de buts de la tête, mais il a quand même progressé. Il tente un peu plus sa chance, il a des passes un peu plus précises et il gagne un peu plus de duels. Mais c'est très dur à voir. Si vous regardez tous les matchs d'avant de l'année dernière et de cette année, ça c'est quasiment, vous voyez, c'est des petites progressions. Mais c'est des progressions quand même. Et ça, vous inquiétez pas que Guardiola et son staff sont au courant. Hein. Donc rapidement, on va parler encore un peu de statistiques. On va regarder quelles sont les victimes favorites de Erling Haaland, le nombre de buts qu'il a inscrits contre les clubs en première ligue. De toute façon, il a marqué contre tout le monde. Donc au moins, on peut pas dire il marque jamais contre machin, il marque jamais contre bidule. 5 buts contre United. Vous allez voir que ces buts marqués contre United ne sont pas du hasard, c'est pas anodin. Je vais venir sur la partie suivante du podcast. Donc il marque contre Fulham, il marque contre Wolverhampton, il a mis 4 buts contre West Ham, qu'on dit contre les gros aussi, il a marqué contre Chelsea, contre Arsenal. Un peu de mal contre Liverpool, je trouve. J'ai regardé, je me souviens des matchs contre Liverpool, il était bien pris généralement par Van Dijk. Contre Newcastle aussi un peu de mal et il arrivait bien à le contenir. Mais bon voilà, au moins il a marqué contre tout le monde en première ligue, donc on peut dire, même contre les soi-disant les grosses équipes, il n'a pas marqué. L'équipe contre laquelle il a du mal, Haaland aussi, ça j'en reparlerai à la fin, c'est l'Inter et HRB. On verra pourquoi, c'est pas en première ligue, mais j'en parlerai à la fin de ça. On va parler un peu des secrets d'Erling Haaland. Comment il a franchi chaque étape de sa carrière. Vous vous doutez bien que c'est pas du hasard. J'ai cherché plusieurs interviews de lui pour voir déjà, pour vous expliquer l'état d'esprit du mec, son mental, comment il passe de Salzbourg à Dortmund, il marque, de Dortmund à Manchester City, il marque, en équipe de Norvège, il marque. Le mec a toujours progressé, le mec a toujours répondu présent. Ce n'est pas dû au hasard. Il y a 3 éléments prépondérants dans sa préparation. Il y a la préparation mentale, l'hygiène de vie, le sommeil et la nutrition. Donc pour lui, le sommeil, c'est très important, c'est très précieux, comme il a dit dans une interview. C'est un peu comme Novak Djokovic. Il a dit à Haaland qu'il mettait des lunettes anti-lumière bleue pour ne pas subir la pollution visuelle, la pollution des écrans avant d'aller se coucher. Ok, ça c'est compréhensible. Je pense que beaucoup d'athlètes de haut niveau font ça, ont des routines quasiment de moine, des choses très strictes. Et ensuite, il a dit, j'ai vu dans une interview, il a dit qu'il dormait avec un morceau de scotch sur la bouche pour mieux respirer par les narines et ne pas perturber son rythme de sommeil. Bon, ok. C'est vrai, c'est une interview, vous pouvez vérifier sur... l'interview est trouvable, c'est pas moi qui l'invente. Et je pense aussi, à mon avis, qu'il a un matelas fait sur mesure pour mieux récupérer et à cause de son gros gabarit longiligne. Voilà, donc ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a juste l'histoire du scotch sur le nez, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. C'est que ça marche pour lui, tant mieux. S'il continue à le faire, c'est très bien pour lui. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est au niveau de sa préparation mentale. Pourquoi je veux parler de l'aspect mental ? Parce que c'est un aspect qui se développe de plus en plus dans le foot. D'ailleurs, si vous regardez les aspects muscu, prépa mentale, il y a quasiment que moi qui en parle en fait sur la chaîne, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et c'est un domaine qui est lié à mon travail, que je dois utiliser dans mon travail. Donc sur sa préparation mentale, justement, tu as des rôles où, au foot, je pense que le mental est hyper important pour le gardien et les attaquants. Parce que tu as peu d'actions dans le match et il faut, boum, que tu répondes présent, vite. T'es gardien, t'as un péno à sortir, t'as une parade à faire, t'as un réflexe à faire, t'es un neuf, t'as une tête à mettre, t'as une frappe à mettre, t'as une décision à prendre hyper rapidement. Et pour ça, il faut que ton mental, il faut que tu sois parfaitement détaché, il faut que tu sois parfaitement calme, que tu prennes la bonne décision au bon moment. Comment Haaland y fait ça ? Pour garder ses stats impressionnants, c'est Erling Haaland, il fait une grosse préparation mentale. Il a dit qu'il faisait du yoga. Il dit qu'il faisait de la méditation, que c'était une bonne chose pour lui pour se détendre, ne pas penser au stress et d'essayer d'être libre. Et il essayait de se débarrasser de toute pensée parasite pour être focus 100% sur son foot. Je pense que sa célébration, les jambes croisées en yoga, c'est un peu en hommage à ça. Donc ça l'aide à garder son calme et être un finisseur hors pair. Voilà, j'en sais pas plus parce que j'y connais pas grand-chose en méditation.
Donc si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas à mettre un complément d'information en commentaire. Voilà, c'est toujours intéressant. Mais c'est intéressant de voir cet aspect mental pour les numéros 9 et pour les gardiens de but qui ont des entraînements peut-être plus spécifiques aussi. Et dernier point sur ces secrets d'Erling Haaland, on va regarder rapidement sa diète. J'ai regardé qu'il mangeait à peu près 6000 calories par jour. Alors il fait 1m95 pour 90 kg, c'est un sacré taureau, hein, le gaillard. 6000 calories par jour, c'est monstrueux. Il faut vous dire que quelqu'un qui pratique la musculation, il mange entre 3 et 4000 calories par jour. C'est déjà pas mal. Donc oui, forcément, c'est au-dessus parce que dans le foot, il y a ta cardio, il y a ton cardio, il y a ta muscu, il y a les matchs 2-3 fois par semaine. Il ne boit pas d'alcool, vous vous en doutez bien. Et il a un régime basé beaucoup à base de foie de bœuf et de cœur de bœuf. Et il boit aussi de l'eau filtrée et des boissons à base de lait. Bon, voilà, ça, c'était pas la partie qui m'intéressait le plus. Mais j'ai trouvé que c'était rigolo à mettre. Donc maintenant, tout le monde doit vouloir faire comme Haaland. Les jeunes, ils vont dire à leur mère ou à leur femme, ah bah achète-moi du cœur de foie, du cœur de bœuf, du foie de bœuf, je vais faire comme Haaland. Bon voilà, je trouvais que c'était pas là sur la nutrition, c'était peut-être pas la partie la plus intéressante, mais au moins on en a parlé. On va tout doucement glisser sur la dernière partie de ce podcast, la partie un peu rivalité, la partie un peu trash talk, la partie un peu boxe, un peu catch. On va parler dans cette dernière partie de la rivalité avec le bad boy de Manchester United, Roy Keane. Alors, jeune homme, jeune fan de foot, accroche-toi bien si tu ne connais pas cette histoire. Je vais te parler de la rivalité ancestrale qui existe entre le clan Roy Keane et le clan Haaland. Je pense que Roy Keane, en tant que joueur, c'était un bon joueur, c'était une légende de Manchester United. Il a joué là de 93 à 2005, je crois. Gagné la Ligue des Champions, gagné des championnats, relais de Alex Ferguson, grande gueule, bon joueur, bonne frappe, mec costaud, duel, très bon joueur de foot, mais individu à la mentalité détestable. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a tous fait du sport de contact, je pense. Du foot, du rugby, du hand, des sports de combat, même de la boxe, de la salle de défense, peu importe ce que tu as fait. Des fois, il y a des petites frictions dans le foot, dans le sport en général. C'est normal. C'est normal. T'as des mecs que t'aimes moins, t'as des mecs qui te font un peu des coups de traître. Tu peux un peu t'énerver, mais tu dois te maîtriser. Je pense à des joueurs de foot qui étaient réputés pour être accrocheurs, vicieux, bagarreurs. Je pense à des mecs comme Gattuso, De Jong, Van Bommel, même en Ligue 1, Jurietti. Je sais plus des joueurs de l'Atlético, j'ai plus les noms, enfin bref. Mais ces joueurs-là, ils vont te mettre un peu des coups, ils vont un peu te provoquer, mais ils n'ont jamais blessé personne. Ils n'ont jamais terminé la carrière de quelqu'un, pas comme a fait Roy Keane. Donc on va repartir sur cette feud, on va repartir sur cette rivalité entre Roy Keane et la famille de Haaland. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'est pour ça que je disais c'est un peu du catch, c'est un peu de la boxe. C'est quand même allé loin cette histoire. Ce qui s'est passé en 1997, il y avait le père de Haaland, Inge Haaland, qui jouait à Manchester City et il a joué un match contre United de Roy Keane. Et Roy Keane s'est blessé à la course. Il y avait le père de Haaland dans les parages. C'était une vraie blessure. Il s'est fait une rupture des ligaments. Il n'a pas rejoué de la saison. Un match viril. Et le père de Haaland ne savait pas qu'il s'était blessé. Le père de Haaland lui a dit « Arrête de simuler ». En gros, il lui a dit « Arrête tes conneries, relève-toi ». Et ça, Roy Keane, il l'a pris en grippe. Il est devenu fou. Il est devenu zinzin. Et comme dans un film, il a préparé sa vengeance. Je vais vous mettre l'image du coup qu'il a mis pour se venger en 2001, 3 ans après. Et c'est là où je dis dans mon introduction que Roy Keane est un mec détestable et un mec pas respectable pour ça. Respectable comme joueur, mais pas au niveau de son comportement. Aucune excuse en plus, le mec. C'est-à-dire la mentalité du mec. Je veux bien que tu sois un peu un mec dur, un mec qui ait du caractère, il n'y a pas de souci, ça me plaît même. Mais de là à aller blesser volontairement un mec, je vais mettre l'image pour ceux qui ne l'ont pas vu. La vidéo est trouvable. Vous allez taper Roy Keane, le père d'Haaland, blessure, vous allez voir, c'est trouvable. Donc en 2001, rebelote, un match Manchester United-Manchester City et là, Roy Keane détruit Alf Inge Haaland, le père de Erling Haaland. Il le détruit, il lui détruit le genou, il lui saute dessus, il y met toute sa force, on le voit clairement, il va pour le blesser. C'est pas juste je te mets un petit coup pour te chauffer un peu pour que tu prennes un jaune ou un rouge. C'est... Voilà, il l'a pris, il est devenu zinzin, tu fais pas ça, même si t'es énervé, tu fais pas ça. Donc il faut savoir que le père de Haaland, suite à ça, Alf Inge Haaland, n'a jamais rejoué. Il a été opéré du genou, il n'a jamais rejoué.
Donc, il a terminé sa carrière. Et le pire, c'est que Roy Keane n'a pas fourni la moindre excuse. Il ne s'est pas excusé, le mec. Il a continué. YOLO, je continue ma vie, je m'en fous. D'ailleurs, dans son autobiographie en 2002, Roy Keane a dit non, Alfinjö Haaland, je voulais le blesser. C'était un C, 3 petits points. Je voulais lui faire très mal. Je ne regrette pas du tout mon geste. C'est là où je dis que c'est quelqu'un qui a un état d'esprit pathétique. C'est un hater. C'était le capitaine de United. Je l'aimais bien. J'ai vu plein de matchs de lui. Quand j'étais ado, Roy Keane. On kiffait tous Roy Keane avec le grand Manchester, avec Beckham, Butt, York, Solskjaer, les deux attaquants Cole et York, Schmeichel, Johnson derrière, Berg. Cette équipe, Irwin, Butt, je peux te la reciter même de tête là par cœur, tu vois. Donc bref, tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui a une mentalité ignoble. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, Roy Keane, c'est ce qu'on appelle un hater. Il n'a pas supporté que, en fait, ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est que Manchester United est en plein déclin et que Manchester City remplace dans le Big Four Manchester United. Ça, il ne le supporte pas. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Le foot, c'est cyclique. Notre équipe, elle ne peut pas toujours être au top. Et quand bien même ton équipe, elle ne marche pas bien, que tu perds un match, que ça ne va pas, que tu as eu une provoque avec un mec d'avant, bah, c'est pas une raison pour lui d'y terminer sa carrière et lui sauter dessus à pieds joints sur son genou et lui faire une fracture du genou, quoi. Hein. C'est... Voilà, quoi. De toute façon, Roy Keane, plein de gens le détestent. Enfin, le détestent. Je vais pas dire le détestent. Plein de gens ne l'aiment pas en Angleterre. Il a fait plein de déclarations, notamment sur les Brésiliens, comme quoi, quand il célèbre en dansant, c'est de la provocation, tout ça. Voilà. C'était pour vous narrer cette FUD, comme on dit dans le catch, cette rivalité, on va dire, qui a été loin quand même. Hein. On est quand même sur des histoires de vendetta. Là, c'est la famille, c'est le père, le fils. Je trouve que ça va loin, ces conneries. Voilà, c'était pour vous raconter cette histoire aux plus jeunes. Et on va terminer ce podcast en regardant si les critiques sur Haaland sont justifiées ou non. Mais attendez, c'est pas tout, je viens de me souvenir. Roy Keane a déclaré sur Sky Sport « Je pense que le niveau de jeu, en parlant d'Erling Haaland, est mauvais. Il doit s'améliorer. Il joue comme un joueur de 4e division. » Bon, ok. Hein. Donc vous voyez, il continue dans son attitude de hater. Et Erling Haaland a simplement répondu qu'il s'en foutait. Et la preuve, puisque l'équipe contre laquelle il marque le plus de buts, c'est United. La plus belle réponse, elle est là. Elle est sur le terrain. Donc Roy Keane, il peut parler autant qu'il veut. Voilà quoi. Les critiques de Roy Keane, on s'en fout un peu. Mais on va regarder qu'il y a des critiques qui sont plus intéressantes sur Haaland, sur son jeu, vraiment. C'est ce qui va nous intéresser. On va zoomer là-dessus sur la dernière partie du podcast. Ok. La petite critique, je vais remettre une heatmap de Haaland, une deuxième. On va voir que Erling Haaland, je pense que l'année dernière, il n'a mis qu'un but en dehors de la surface. Donc, ok, ça c'est vrai. Factuellement, on peut dire que c'est un joueur qui marque peu de buts, très peu de buts hors de la surface. Au contraire d'un Batistuta, on va dire. Ok, c'est vrai. Mais c'est pas ce que lui demande Guardiola. Guardiola, il lui demande d'être un joueur de repère, un joueur de surface, un finisseur de surface, un joueur qui... C'est pas un joueur qui construit énormément, mais qui va faire des petites déviations et qui va marquer énormément de buts, un point de repère pour ses ailiers et qui va permettre de garder la balle devant et qui va permettre au bloc de monter et de construire sur les côtés avec des Doku, avec des Walker, avec des combinaisons avec le jeu de City que vous avez tous vu jouer. Donc ça, c'est une critique qu'on peut entendre. Comme je disais avant, j'avais regardé les stats sur le jeu test, je disais qu'il ne marque pas assez de buts de la tête. Ok, on peut. Oui, c'est pas... Voilà, personne n'est parfait. Hein. Donc là, je cherche des petites critiques. La deuxième critique, de toute façon, dans le jeu de City, les frappes de loin, entre nous, c'est plutôt Bernardo Silva et Rodri ou De Bruyne qui les mettent. Parce qu'ils sont dans la position idoine pour récupérer des second ballons là où Haaland n'est pas. Bon bref, je m'égare, mais c'est vrai. Un deuxième point sur lequel on peut critiquer Haaland, là ça va être d'ordre, ça va être pour les je vais pas dire les vieux comme moi, mais les gens de plus, on va dire entre 30 et 50 ans, on va dire. C'est un peu la partie romantique, la partie esthétisme. Esthétisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la beauté du joueur, son élégance, sa première touche de balle, son toucher de balle. Haaland, tu fais presque 2 mètres, 90 kilos, tu ressembles un peu à un Peter Crouch en plus costaud. Il a une façon de courir un peu particulière, il a des très grands bras sans être méchant, il est longiligne, il n'a pas la plus belle allure. Il n'est pas très beau à voir jouer.
Ça s'entend, mais de façon esthétique. Oui, sa première touche de balle à Erling Haaland, c'est pas Zidane, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Rui Costa, c'est pas Baggio, c'est pas Batistuta, c'est pas Shevchenko, c'est pas non plus Benzema. C'est pas le neuf le plus élégant de l'histoire, c'est sûr. C'est sûr, mais il est diablement efficace dans son style. Donc au foot, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de note artistique. Tu vois, Haaland, je le rangerais un peu, je le mettrais un peu dans la catégorie des Gerd Müller et des Inzaghi. Mec qui en rate pas une, ballon qui traîne dans la surface, but. Encore pas pareil, encore, mais vous voyez. C'est pour ça que je dis c'est un peu entre les deux Haaland. C'est pas vraiment un renard, mais c'est pas non plus l'attaquant complet super élégant. C'est pour ça qu'il est intéressant et qu'il est clivant. Souvent on aime ou on n'aime pas. Donc ok, je préfère regarder Benzema jouer, quoi. Je préfère regarder un Baggio ou un Del Piero jouer, tu vois. C'est plus beau, c'est là, t'as la touche de balle, le petit ballon, ça caresse le ballon, c'est plus beau que Haaland ou voilà, des mecs comme ça. Mais bon, il a gagné la Champions League, il a terminé meilleur buteur d'Angleterre, on peut rien lui critiquer, le mec il met 50 buts par saison, qu'est-ce que tu veux dire, quoi. Voilà, quoi. Il est sur les faits, sur les buts, il est impossible à critiquer. Alors au début de la vidéo, je parle un peu d'Acerbi. Il a toujours du mal contre Acerbi en Champions. Refaites-vous la Ligue des Champions d'il y a 2 ans, où l'Inter perd 1-0 ou City gagne 1-0. Il n'y a pas 3 km entre les deux équipes. Haaland a eu du mal contre Acerbi. Pourquoi ? Déjà, Acerbi, c'est un bon défenseur, c'est un défenseur expérimenté, c'est aussi un gros gabarit. Il est un peu moins costaud qu'Haaland. Et Acerbi, ce qu'il a fait à Haaland, il l'a collé. Il ne l'a pas laissé démarrer, il l'a collé, il l'a anticipé, il lui a pourri le match. Il lui a mis même des petits coups, il a un peu tiré le maillot. Hein. Défenseur italien, la Chiellini, tu vois, ça tire un peu les maillots, on essaie de ne pas se faire choper, c'est la tradition, on va dire. Mais non, mais voilà. Donc il a toujours du mal, Haaland, contre Acerbi, on le voit. Il y a la petite image rigolote à la fin où il s'échange les maillots. Et Acerbi demande le maillot d'Haaland. Haaland, il lui dit mais quoi, mais en plaisantant, tu te moques de moi, mais tu l'as tiré pendant tout le match. Ça, c'était le match la semaine dernière. Mais vous voyez que c'est bon esprit. C'est ça qui est cool dans le foot. C'est ça, moi, que j'aime dans le foot. Donc voilà, contre Acerbi, il a un peu de mal. Mais forcément, hein, chaque joueur a sa bête noire, on va dire. Et la dernière critique qui est justifiée, c'est que la semaine dernière, j'ai lu un article sur Foot Mercato. Je vais vous mettre la compo de l'équipe de Norvège. L'équipe de Norvège ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde depuis 1998. Ça date. Ils se sont fait éliminer en 8e par l'Italie. Je remets les compos, là j'avais vu le match. Un but de Vieri. Et je crois que c'est la célébration. Vieri se met à genoux sur le sol avec Del Piero. Un peu en mode célébration d'Haaland bouddhiste. C'est assez rigolo. Donc là je mets les compos rapidos. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que la Norvège ne s'est pas qualifiée depuis 1998 en Coupe du Monde et depuis 2000 à l'Euro. Et là, la presse norvégienne, elle commence à en avoir marre. Elle veut une équipe au niveau, elle veut une équipe qui se qualifie pour la Coupe du Monde, elle veut une belle équipe d'outsiders. Je pense qu'ils savent que la Norvège ne va pas gagner la Coupe du Monde. Mais quand on regarde l'effectif, là j'ai regardé en Ligue des Nations, la Norvège a battu l'Autriche. J'ai la compo quelque part, voilà. Donc quand vous avez cette équipe de Norvège, vous regardez, vous avez quand même vous avez Haaland, vous avez Sørloth qui joue à l'Atlético, vous avez Berg qui joue la Coupe d'Europe, vous avez Odegaard, un des meilleurs 10 qui joue à Arsenal, Ryerson qui joue à Dortmund, Østigard qui a joué à Naples, qui a joué en France. Vous avez quand même des joueurs qui jouent souvent l'Europe, qui jouent dans des bons championnats. Donc là, la presse norvégienne se dit « Oh, cet effectif-là, on a peut-être une génération dorée, là, avec des super attaquants, des bons milieux, des joueurs qui jouent dans des clubs qui jouent l'Europe. Faut se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, quoi. Là, il va vraiment falloir redorer le blason de la Norvège. Hein. Si vous regardez la compo de la Norvège de 98, je me souviens encore de quelques joueurs, ça date de l'époque de Tore André Flo, grand attaquant blond de Chelsea fin des années 90. Donc je sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez pas pour les plus jeunes. Bref, voilà. Donc c'est un gros podcast. J'espère que ça vous a plu, les amis, que je vous ai appris des choses aux plus jeunes. On a fait une bonne analyse du cyborg d'Erling Haaland. N'oubliez pas de vous abonner et de rajouter un commentaire si j'ai oublié quelque chose. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous les amis. Bye.